Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle. Donc au micro actuellement, vous l'avez reconnu, je suis toujours traçable vocalement, avec un accent méridional que j'ai à peu près retrouvé à l'issue de ces vacances estivales. Donc de retour pour de nouvelles aventures métapolitiques, donc au sein de cette émission, avec bien sûr la sensibilité qui est la sienne et qui va être particulièrement donc à l'honneur aujourd'hui avec deux invités, dont l'un qui fut mon hôte il y a pas si longtemps que ça, et je profite justement de l'actualité éditoriale pour revenir sur une thématique qui nous est chère donc au sein de cette émission. Alors toujours à l'écoute de Radio Courtoisie bien entendu. Donc j'ai le plaisir d'accueillir en direct donc mes deux invités du jour. Tout d'abord, c'est une première pour lui, du moins dans le cadre de mon émission, mais je crois qu'il était présent avant-hier également en direct au sein de nos studios. J'ai nommé David Engels. David, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ouais, c'est un plaisir et un honneur pour moi. Donc, je veux préciser à nos auditeurs donc que bon, on va se tutoyer parce que voilà, on s'est tutoyé donc off, on va dire, dans cette émission. Donc, tu es universitaire et historien belge, d'expression germanique d'ailleurs, comme en témoigne ton patronyme. C'est vrai qu'on peut rappeler à nos éditeurs, et là, c'est nos fibres et d'historiens qui nous font parler ainsi que il y a des cantons germanophones en Belgique, Eupen-Malmedy, si j'ai bien prononcé. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, donc David, tu es universitaire historien, actuellement tu enseignes en Pologne, mais également aussi en France. Tu as publié plusieurs ouvrages qui ont été remarqués, notamment celui que j'avais lu en son temps, qui était publié par l'édition de l'Artilleur en 2016, qui s'intitulait Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, où tu faisais des analogies, tu mettais en avant des analogies historiques, et toujours un petit peu dans le sillage de celui qui est aussi un de tes grands inspirateurs. J'ai nommé le morphologue de l'histoire et philosophe Oswald Spengler. Ensuite, tu as publié deux autres ouvrages aussi remarqués en leur temps. En 2019, Que faire, vivre à le déclin de l'Europe, aux éditions Blue Tiger Media, ainsi qu'un ouvrage collectif que tu as dirigé, intitulé Renovatio Europae, plaidoyer pour un renouveau expérialiste de l'Europe. Voilà, expérialiste, d'ailleurs, c'est un terme sur lequel nous allons revenir, ne serait-ce que par l'intitulé de ton petit dernier, voilà, pour lequel donc j'ai le plaisir de t'inviter en grande partie et autour duquel nous allons établir une discussion. Donc, ton petit dernier qui s'intitule Défendre l'Europe civilisationnelle, petit traité d'expérialisme. Voilà, je rappelle également que je crois que tu as pu collaborer à la revue European Service. Oui, c'est régulièrement. Voilà, assez régulièrement. Tu as été présent. Tu es aussi intervenu dans le cadre d'un colloque de l'Institut Iliade. Alors pourquoi je cite aussi l'Institut Iliade, outre le fait que j'en suis un compagnon de route de par son origine et surtout la sensibilité qu'il incarne. Mon deuxième invité est un membre de l'Institut Iliade, est un cadre donc qui agit notamment au sein de son pôle études. J'ai nommé Henri Levasseur. Henri, bonjour. Bonjour Pascal. Bon, mais tu étais mon invité aussi il n'y a pas si longtemps, Plaisir pour de revenir. Des ouvrages. Donc je rappelle que tu es docteur en histoire, germaniste, et que tu as écrit ou contribué à plusieurs ouvrages qui sont parus principalement donc au sein de la collection de l'Institut Iliade de Montpellier par la Nouvelle Librairie, notamment un ouvrage collectif qui s'intitulait Ce que nous sommes aux sources de l'identité européenne. Mais tu as également publié Identité, socle de la cité, et surtout ton petit dernier pour lequel je t'avais invité il y a quelques mois, Les Indo-Européens aux sources de la longue mémoire européenne. Je veux également signaler un article que tu avais signé dans le hors-série de la revue Livre Arbitre qui reprenait en grande partie les actes du colloque de l'Institut Iliade de cette année, donc du mois d'avril, un article intitulé L'identité civilisationnelle de l'Europe est-elle judéo-chrétienne, donc à partir duquel aussi on pourra en partie discuter concernant donc ces questions de la spiritualité, de la transcendance donc européenne qui nous sont chères, qui sont sûrement en tout cas fondamentales et cruciales. Alors, ce qui tranche dans ton ouvrage, David, avec ce qui va un peu se publier concernant l'Europe, en tout cas de ce qu'on entend parfois par l'Europe et surtout au sein de notre radio où différentes sensibilités s'expriment. Il y a une sensibilité quand même qui est assez
assez europhobe, mais il faut savoir aussi ce qu'on dénonce dans l'Europe. Est-ce qu'on se contente de dénoncer l'Union européenne, bon, ce qu'elle est devenue, ce monstre acéphale qui n'incarne pas une véritable politique de puissance et d'identité de notre continent? Ou alors, est-ce que vraiment on dénonce la dimension européenne nécessaire pour répondre aujourd'hui aux défis d'aujourd'hui et de l'avenir? Et comme tu le dis dans notre introduction, que je vais citer très rapidement, tu écris que l'Europe a longtemps été divisée entre une gauche eurofédéraliste et une droite souverainiste, prenant en tenaille les dernières chances de survie de notre civilisation. L'une parce qu'elle veut remplacer l'identité culturelle traditionnelle de l'Europe par un mondialisme désincarné, matérialiste et hédoniste. L'autre parce que le retour à une trentaine d'États-nations risque de transformer le continent en échiquier des intérêts impériaux des autres grandes puissances du nouveau monde multipolaire. Peux-tu revenir un petit peu justement sur cet impératif qui a dicté, on va dire, ce petit ouvrage qui, en quelque sorte, on va le voir, un condensé de ta sensibilité et de la voie que tu promeus justement pour le renouveau et la régénération de notre continent. Bon, je rappelle que ton livre est intitulé Petit traité d'espérialisme et nous allons revenir aussi plus longuement au fil de notre discussion avec aussi Henri sur cette notion particulière. Oui, très volontiers. En fait, c'est un ouvrage qui me trotte dans l'esprit déjà depuis quelques années. J'avais même écrit un genre de première ébauche de cela assez rapidement après la publication de mon livre Le Déclin, mais bon, finalement, ça s'est jamais vraiment publié. Entre-temps, j'ai fait toute une série d'autres choses. J'ai édité d'autres volumes collectifs comme Europa Eterna ou Renovatio Europa, ou avec toute une série d'autres personnes, j'avais justement essayé de mettre en avant cette idée d'un patriotisme européen espérialiste. Voilà, ce n'est qu'il y a quelques mois, quand justement l'édition Salvator m'a demandé, juste quelques mois à peine avant les élections, d'écrire un petit ouvrage dans lequel je condenserai ma pensée, que j'ai très volontairement accepté cette proposition, parce que ça m'a donné la possibilité de mettre ensemble ce que je publie depuis des années et des années dans presque 1 millier d'articles pour les grands médias, pour en faire un petit livre, disons condensé. Et comme tu l'as dit, bon, l'idée de base, c'est d'exprimer, c'est une des idées qui m'est vraiment les plus chères, c'est-à-dire ce que j'appelle un patriotisme européen. C'est-à-dire que, selon moi, il faut absolument revenir à réaliser qu'il y a un niveau intermédiaire entre l'idée nationale, entre l'identité nationale et l'identité humaniste, si on veut. L'identité nationale telle qu'elle est représentée, parfois exacerbée par les souverainistes d'un côté, l'identité humaniste telle qu'on la retrouve à Bruxelles, à Washington, autre part, et il me semble qu'il nous faut absolument revenir à cette idée que nous, en tant qu'Européens, toutes les grandes nations européennes, finalement, nous avons en commun une identité qui est très, très, très spécifique, qui est cette identité européenne, qui est menacée de partout, qui est menacée de l'extérieur, par la menace chinoise, musulmane, russe, partiellement même américaine aussi, et de l'intérieur, évidemment, par l'islamisation, la migration, etc. Et qu'il est grand temps de se mettre ensemble pour enfin défendre cette notion d'Europe civilisationnelle. Voilà, ce qui est important dans ton postulat, c'est aussi, tu montres que c'est cette identité qui s'établit au niveau national, mais bon, le national n'est pas aussi synonyme d'un État-nation strictement chauviniste, mais c'est aussi un héritage historique. Ils ne sont pas incompatibles, elles sont plutôt complémentaires. Et je pense que tu adhères aussi à la proposition que j'ai eu maintes fois l'occasion de défendre au sein de cette émission, d'une identité que je peux qualifier de triscalaire, qui s'étale sur 3 échelles. La troisième échelle étant celle de ce qu'un écrivain qui nous est cher, Saint-Loup, avait qualifié de patrie charnelle, ou de l'échelon régional. Voilà, l'échelon national, donc qui est plus désormais un héritage historique, notamment pour les patries européennes qui ont été très marquées par l'érection d'un État-nation, la France en particulier. Et puis bien sûr la dimension civilisationnelle, qu'on peut aussi qualifier d'impériale sur un plan, on va dire, plus politique et spirituel. Donc ces 3 identités ne s'opposent pas en fait, elles se complètent. On pourrait même les augmenter à 5 en mettant vraiment en point
encore l'identité véritablement locale, il y a parfois des identités villageoises qui peuvent être les très petits fortes, pays, ce qu'on appelle nous les pays en voilà, France, tout par à exemple. fait. Ouais. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment aussi une certaine forme d'identité humaine que je nierai pas et qui est justement la possibilité pour nous de comprendre d'autres civilisations, parce que nous partageons quand même aussi toute une série de désirs, d'ambitions, de besoins, etc. Mais oui, en gros, pour moi, ces différentes identités ne sont certainement pas incompatibles, et c'est sûr qu'une approche européenne civilisationnelle, donc pas bruxellisante, etc., mais qui est vraiment une identité enracinée dans notre culture, notre civilisation, n'est pas en contradiction avec une identité nationale. Au contraire, il me semble bien que Ortega y Gasset avait dit une fois, je me trompe peut-être sur le chiffre, mais que de ce qu'on estime être l'identité nationale, 60% est au fond une identité européenne. Et j'adhère tout à fait à cette idée-là. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Henri, par rapport à ça ? Eh bien, je voudrais tout d'abord exprimer le grand plaisir que j'ai eu à lire ce petit ouvrage absolument remarquable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je partage intégralement la conception d'une Europe impériale qui est défendue dans cet ouvrage. Une conception qui, encore une fois, dépasse précisément ce qui peut être une certaine forme de souverainisme étriqué. Il ne s'agit pas de nier la notion de souveraineté, il ne s'agit pas de nier l'échelle nationale, cela vient d'être dit, mais de comprendre que l'existence d'un espace civilisationnel européen implique nécessairement, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés, la mise en place d'un espace politique impérial. Et je crois que c'est une idée très forte, très puissante et qui est remarquablement défendue dans ce livre. La deuxième chose qui m'a profondément séduite, que je partage entièrement, c'est évidemment cette analyse du défaut de transcendance qui est l'une des sources principales de la décadence actuelle. La décadence qui n'est pas définitive, ce livre le dit aussi, c'est un livre d'espoir, mais nous vivons des temps difficiles, et ces temps difficiles, eh bien, sont liés à cette absence de transcendance qui est remarquablement évoquée dans le livre, avec cette très belle formule en exergue du livre, cette très belle citation d'un auteur qui m'est cher, Hans Jünger, « Les hôtels désertés sont habités par des démons ». Voilà, cette notion de transcendance, de défaut de transcendance, renvoie évidemment à l'idée de désenchantement du monde. Je la relis personnellement sur le plan philosophique à ce que Heidegger appelait l'oubli de l'être, et c'est évidemment ce qu'il faut dépasser. Et je crois que David, dans ce livre, nous donne de très belles pistes pour retrouver le chemin de la transcendance. Après, nous pourrons discuter de la manière dont nous concevons cette transcendance. On va y revenir. Mais c'est évidemment une vision des choses qui est très profonde. Voilà, donc moi aussi je précise que j'ai vraiment énormément apprécié cet ouvrage avec lequel je me sens vraiment en accord sur la majorité de ces postulats. Et je rappelle aussi à nos éditeurs qui s'inscrit dans la lignée d'ouvrages aussi qui ont commencé depuis déjà quelques années à aborder cette question d'une Europe qui avant tout doit être conçue comme une civilisation, comme un espace donc qui transcende, enfin qui dépasse les États-nations. Je pense à plusieurs ouvrages que j'avais mis en avant à plusieurs reprises, en invitant d'ailleurs souvent leurs auteurs, celui de Jean-Yves Le Gallou, Européen d'abord, et c'est son civilisation. Il y a bien sûr tous les travaux de l'Institut Iliade, en particulier un ouvrage collectif auquel Henri Levavasseur avait participé entre autres, donc qui s'intitulait Ce que nous sommes aux sources d'identité européenne, ou plus récemment, un petit ouvrage aussi sur lequel j'ai beaucoup insisté depuis le début de l'année, de notre ami italien Adriano Cianca, qui s'intitule Europe contre Occident, ou versus Occident. Voilà, donc David vraiment s'inscrit dans cette perspective avec la sensibilité qui est la sienne, marquée, les auditeurs les plus informés, si je puis dire, ou les plus cultivés l'auront remarqué par la pensée d'Olga Spengler, avec les catégories qu'il a pu mettre en avant. Alors justement, la première partie de ton ouvrage s'intitule La Grande Confusion. Elle fait un constat aujourd'hui de ce que n'est plus l'Europe, et ce que nous pouvons, en fin de compte, rejeter à travers ce qu'elle est devenue. Je pense pas qu'il soit pertinent, dans le cadre restreint de l'émission, d'y insister plus que là. Nous l'avons fait à maintes et maintes reprises,
et nous le ferons encore. Par contre, je pense qu'il serait intéressant de revenir un petit peu sur les contours que l'on donne à l'identité européenne. Et toi, donc, tu as créé un chapitre intitulé « Qu'est-ce que l'Europe ?» Donc, je crois qu'il serait intéressant que pour nos auditeurs, tu mettes en avant, tu nous fasses part de la manière dont tu conçois l'identité européenne, les grands moments qui l'ont constituée. Et c'est là que peut-être aussi on va développer notre discussion. Mmh. Oui, très volontiers. Comme tu l'avais déjà dit, je suis assez inspiré par la pensée d'Oswald Spengler, que néanmoins j'adapte un petit peu à ma sauce. Donc notamment, il y a certains éléments tels que une certaine vision de la dialectique et de la nécessité aussi que chaque civilisation se développe selon une certaine logique dialectique, et quelque chose qu'on trouve un peu moins chez Spengler, notamment aussi l'importance de la transcendance, c'est aussi quelque chose qu'on verra un peu moins chez Spengler, qui est plutôt vitaliste, forcément, nietzschéen, etc. Ma propre idée, ou plutôt ma propre approche de cette identité européenne, se passe en plusieurs temps. D'abord, il y a évidemment ce que j'appellerais les racines de notre identité. Il y a les racines proche-orientales, il y a les racines grecques, les racines romaines, les racines chrétiennes, les racines aussi forcément des différents peuples qui constituent l'Europe, que ce soit les Germains, les Celtes, les Slaves, etc. Tout ça, selon moi, ça compose le terroir, si on veut, ça compose le réservoir de formes dont va se servir cette civilisation européenne qui émerge, selon moi, uniquement après la fin des âges sombres, de l'Antiquité tardive, si on veut, et qui est surtout manifestée alors une première fois par Charlemagne et l'unification impériale européenne sous Charlemagne, et d'une certaine façon aussi un petit peu plus tard sous les Ottoniens. C'est là que naît proprement dit la chrétienté romaine. Dans les Ottoniens, je précise pour nos auditeurs, le Saint-Empire romain de nation germanique. Tout à fait. Même si l'attribut de nation germanique est évidemment plus tardif, un demi-millénaire plus tard. Exactement, voilà, c'est tardif. C'est ça l'essentiel finalement. Et c'est là qu'il y a l'émancipation aussi religieuse de l'Église byzantine. C'est là que naît proprement dit vraiment l'Église romaine sous sa spécificité civilisationnelle aussi. Et évidemment qu'on a pour la première fois cette notion de translatio imperii, donc de cette idée que l'Empire romain est refondé, pour ainsi dire, une prochaine fois, mais en Europe, plutôt dans le nord qu'en Italie. Et donc cette identité européenne qui se manifeste là pour une première fois et qui lance, pour ainsi dire, son parcours civilisationnel, selon moi, elle est surtout, où elle se réduit surtout à ce que Spengler et beaucoup d'autres ont appelé l'esprit ou l'élan faustien, c'est-à-dire cette tendance de l'Européen à ce qu'on peut appeler la démesure, en bien comme en mal. L'hybris. L'hybris, la démesure, voilà. la volonté de voir ce qui est au-delà de l'horizon, de construire plus haut, d'aller plus loin, de comprendre à la fois le macrocosme, le microcosme dans toutes ces dimensions. Donc quelque chose d'assez extrême qui, je crois, n'est pas partagé par d'autres civilisations qui, elles, ont leur archétype psychologique civilisationnel bien particulier, équivalent évidemment tout à fait au nôtre, mais chez nous c'est cette approche faustienne, je crois, qui est vraiment à la racine de comprendre qui nous sommes véritablement. Donc on est, et c'est là aussi qu'il y a un peu cette distinction avec ce qu'on entend très souvent aussi, c'est-à-dire de l'Europe chrétienne, car certes, cette Europe faustienne, elle est chrétienne, parce qu'elle s'accapare le christianisme et y donne une vision très spécifiquement européenne, très spécifiquement faustienne du christianisme, assez différent de ce qu'on peut trouver notamment dans les christianismes orientaux, voilà, tout à fait. Et donc on pourrait dire que le christianisme est d'une certaine façon l'approche très spécifique de l'Européen, de l'homme faustien vers la transcendance. Mais le christianisme n'est pas, ou la chrétienté n'est pas ou n'est plus égale à l'Europe. Le christianisme survivra probablement à cette civilisation faustienne. Moi, c'est vrai que ce terme, ce concept d'Europe faustienne, enfin d'esprit faustien m'était familier. Je pense à des amis, des camarades de ma génération. Je ne sais pas si tu savais qu'aussi Guillaume Fay avait développé ce concept.
J'ai entendu parler, oui, je connais un peu moins sa pensée. Mais... Il essayait un petit peu de le différencier de celui de Prométhéen. Hein. Bon, c'était une variation, c'est-à-dire que pour lui, l'esprit faustien était aussi associé à la volonté de puissance, et non pas l'esprit prométhéen qui a pu accoucher d'une technique avilissante, aliénante, qui nous fait tomber aujourd'hui dans une démesure de consumérisme, par exemple, ou technolâtre. Et il disait qu'effectivement l'esprit faustien européen était qualifié par aussi cette idée de coïncidence des contraires. Je pense qu'Henri aussi va rebondir sur ce terme-là. C'est la ligne de crête de la pensée européenne qui faisait que des notions qu'on peut penser dans d'autres civilisations comme opposées étaient perçues comme en complémentarité par nous, et en particulier un couple qui mettait en avant celui de l'enracinement et de la désinstallation. Et il disait, en reprenant par exemple des exemples mis en avant par Claude Lévi-Strauss, par l'anthropologue Strauss, l'esprit enraciné, c'est purement celui, par exemple, des Bororo qui vont développer effectivement un enracinement d'un milieu spécifique. Mais l'esprit de désinstallation, c'est cette pulsion justement aventureuse qui va nous pousser à toujours aller plus loin dans l'arraisonnement de l'espace, dans la curiosité à la fois intellectuelle, scientifique. Et c'est vrai qu'on mesure que, on le voit sur le plan historique, et c'est pas toi qui me démentiras, tu es quand même très axé sur l'étude des grandes civilisations. Les Chinois, par exemple, ont inventé pas mal de choses, mais ceux qui ont été capables de la mettre en application, de l'industrialiser, d'en tirer des inventions qui s'impliquaient dans une politique de puissance, qu'elle fût militaire ou économique, ce sont les Européens, ou du moins les peuples issus de l'européanité dans la sphère qu'on qualifiera ensuite d'occidentale. Donc je crois que là aussi ça rejoint, après c'est vrai que Spengler a développé aussi cette éthique sociale, mais peut-être avec une définition peut-être plus restreinte, mais je pense que aussi c'est le terme, montrer quelle est la spécificité de l'élan européen, de ce qui caractérise aussi notre psyché profonde et de l'ensemble des peuples européens à différents degrés de leur histoire, comme tu le dis au sein du christianisme, mais également avant. Alors justement, Vincent, comment tu peux réagir par rapport aussi à la manière dont David a caractérisé aussi ces contours de l'identité européenne, et toi en particulier, je pense, sur la plus longue mémoire. Mais je souscris entièrement à l'idée développée par David à propos de l'importance vraiment centrale de la Translatio Imperii réalisée par Charlemagne. Il s'agit vraiment de déplacer l'idée impériale romaine de son espace méditerranéen vers le centre de l'Europe continentale. Et ceci constitue évidemment un acte absolument fondateur dans l'histoire de l'Europe. La nuance que j'introduirais, ou la petite différence dans ma vision des choses par rapport à celle de David, c'est que je considère qu'il s'agit d'un acte fondateur sur le plan géopolitique. C'est-à-dire que cette rénovation impériale, cette translation de l'idée impériale sur le continent européen fonde l'Europe comme espace géopolitique. En revanche, je ne considère pas nécessairement que cette renaissance carolingienne constitue le berceau de l'Europe civilisationnelle. Je situe plutôt le berceau de l'Europe civilisationnelle dans le monde antique, avec l'aube grecque de la pensée, avec l'héritage indo-européen, et je ne sous-estime évidemment pas l'apport du christianisme. Le christianisme est aujourd'hui, depuis 2 millénaires, absolument central dans la civilisation européenne. Et la civilisation européenne, David l'a souligné, a également modifié le visage du christianisme. Donc le rapport entre le christianisme et l'Europe est fondamental. Mais je vois plutôt cet apport du christianisme comme une greffe que comme une racine. Ce n'est pas péjoratif quand je parle de greffe, parce que c'est une greffe qui est riche et féconde. Mais pour moi, le berceau premier de notre vision du monde se situe plutôt dans le monde grec. C'est la première nuance. La deuxième nuance que j'introduirais, David va certainement y revenir, il expose l'idée selon laquelle nous devrions mettre en œuvre une synthèse
de ce qu'il présente comme un moment de thèse et un moment d'antithèse. C'est-à-dire qu'il y a cette Europe, cette civilisation européenne chrétienne qui s'installe de manière vraiment solide avec Charlemagne, ce moment de renaissance carolingienne, c'est la thèse. Et puis il y a l'antithèse de la modernité et du monde contemporain, qui nous amène dans les impasses actuelles, et David appelle de ses vœux la réalisation d'une synthèse qui soit en quelque sorte le couronnement de l'édifice, la synthèse finale qui donne véritablement son sens à la civilisation européenne et qui l'achève dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire qui lui donne toute sa portée et tout son sens. C'est un très beau système. Je ne suis pas sûr de le partager entièrement. Je suis personnellement assez sceptique sur la notion de civilisation européenne au sens d'une civilisation européenne. Je préfère parler de civilisation européenne au pluriel, c'est-à-dire que je vois dans l'histoire de l'Europe depuis l'aube grecque de la pensée une succession de moments civilisationnels. Il y a un moment antique, il y a un moment chrétien médiéval, il y a le moment de la modernité, il y a le monde libéral et technocratique. Il y a des civilisations, c'est-à-dire des visions du monde, des systèmes de valeurs qui se succèdent. Ils ne se succèdent pas à partir de rien, ils se succèdent à partir d'un héritage, parfois contradictoire, mais en tout cas, il y a bien un génie européen qui traverse ces différentes phases, pour le meilleur et pour le pire, et plutôt que de parler d'une synthèse finale, j'appellerais moi à un nouvel élan des Européens pour en fait créer une nouvelle civilisation européenne qui réponde aux défis du moment. Voilà. Voilà, l'Europe des fils, l'Europe des fils. Qui succède à l'Europe des pères, comme pour reprendre l'intitulé du dernier colloque d'Iliade. Bon, avant de laisser David répondre, moi aussi, il y avait quelque chose qui m'avait un peu surpris dans tes propos justement concernant cette question des différents éléments constitutifs de notre identité européenne sur la longue durée. C'est que tu sembles exclure toute la période grecque antique et en partie romaine de la dimension faustienne de notre identité. Ça m'a un petit peu surpris. D'autre part, bon, là aussi, c'est là où moi, personnellement, j'ai mis une certaine réserve. Quand tu parles des racines de la civilisation européenne, tu parles de l'ancien Proche-Orient, et là, tu sembles avaliser, quelque chose que la sensibilité dans laquelle je m'inscris avait critiqué depuis longtemps, même parfois de manière excessive, peut-être il y a quelques décennies, ce mythe de l'ex oriente lux. C'est une lumière qui vient de l'Orient, qui a en fait généré bien sûr des religions des monothéistes qui ont marqué l'Europe, en particulier le christianisme, et comme le précise Henri, que je conçois aussi également comme une greffe, en précisant que le christianisme c'est inscrit dans l'histoire de notre continent, et il a marqué profondément notre continent, mais il n'en est pas à l'origine, il n'est pas à la racine, il n'en est pas à la source de cette manière. Donc peux-tu éventuellement revenir sur ces points de détail, puis bien sûr répondre à Henri. Oui, très volontiers. Alors peut-être pour rebondir justement sur ce qui vient d'être dit à la fin concernant l'importance du Proche-Orient. Donc là, c'est évidemment très clair que tout ce qui est tradition vétérotestamentaire, le monde de la Bible... même sémitique de manière générale, on va dire. Voilà, il y a à la fois une question d'une vision du monde qui s'est développée sur un plan religieux, mais également sur des mentalités, sur une vision de la société, de là, je crois etc. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je crois que quand on parle de sémitique, il faudrait évidemment encore différencier. Il y a, disons, une première civilisation sémitique qui est celle des Suméro-Acadiens, où l'élément sémitique est très important. Mais dans l'archétype civilisationnel est surtout basé sur cette peur profonde de dieux presque démoniaques, tels qu'on les connaît dans l'espace sumérien. Puis on a plutôt la civilisation assyro-babylonienne qui, elle, développe cette idée d'un énothéisme, tel qu'on le trouve dans l'Ancien Testament. Pour moi, d'ailleurs, le monde de l'Ancien Testament fait partie de la civilisation assyro-babylonienne et de sa spécificité à elle. Et justement, on a ces deux civilisations-là qui influencent
très clairement le monde de l'Antiquité. La Grèce, elle est fortement influencée par l'héritage des Assyro-Babyloniens, fortement influencée notamment aussi... Ça a été discuté quand même. Moi, à l'époque, je m'étais vachement intéressé justement à ces racines de l'identité grecque. Il y avait des débats historiographiques. Mais moi, quand je parle de racines, ouais. je ne parle pas de racines linéaires. Je dis juste qu'il y a très clairement des influences, tout comme il y a aussi des grandes influences de la civilisation iranienne sur celle grecque. Ce sont des influences extérieures qui ont marqué... En fait. C'est une question de degré. Tout à fait, qui ont marqué le monde gréco-romain. Et forcément, cet ancien monde assyro-babylonien, tel qu'on le trouve aussi représenté dans l'Ancien Testament, fait partie aussi des racines du monde chrétien qui va émerger plus tard. Donc c'est pour ça que je dis, si on veut vraiment comprendre les différents éléments qui ont formé, une fois de plus, le terroir dans lequel va naître cette plante de la civilisation européenne, il faut voir tout cela. Et d'ailleurs, quand on regarde le monde du Moyen-Âge, il est basé non seulement sur l'apprentissage du Nouveau Testament, mais aussi sur l'influence fondamentale de l'Ancien Testament. C'est donc pour cela que je dis que cela forme l'une des racines. Mais une fois de plus, ma vision de l'histoire européenne, et c'est ça qui nous distingue forcément, et c'est ça qu'on ne va certainement pas non plus pouvoir résoudre, parce que c'est une question, disons, de fond, de vision de l'histoire. La mienne, elle n'est pas linéaire. Moi, ma vision de l'histoire humaine, elle est surtout basée sur la comparaison et l'étude de ces monades civilisationnelles qui, certes, en partie, s'influencent mutuellement, c'est sûr, qui peuvent s'inspirer mutuellement. La monade européenne est inspirée fortement par celle gréco-romaine, mais aussi par celle proche-orientale du premier millénaire après, le Christ par exemple, mais je les vois en distinction les unes avec les autres. Et toi, c'est intéressant parce que sur leur archétype. La manière dont tu formules, tu dis monade européenne, que tu distingues de la monade gréco-romaine. Oui, voilà, totalement. Voilà. Alors totalement. que bon, moi ce n'est pas le cas et je pense qu'Henri aussi. Oui, ça je comprends bien. Parce que je suis surpris que, bon, par exemple, c'est vrai que une personne qui nous est chère et que tu as sûrement lu en ce qui concerne certains ouvrages, Denis Vénère, bon, lui faisait des grands cas et en grande partie à juste raison de textes fondateurs pour notre identité la plus immémoriale que furent l'Iliade et l'Odyssée. Et on voit quand même dans l'Iliade, on a cet exercice faustien qui se déchaîne de cette manière. De différentes manières, dans les grandes figures archétypales qui figurent, que ce soit dans des modes différents. On a Achille, on a Ulysse. Je ne suis pas persuadé. En fait, j'essayais d'exprimer peut-être certaines nuances vis-à-vis des positions défendues par David dans son livre, mais je ne suis pas persuadé qu'elles nous opposent réellement. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas du tout une vision linéaire de l'histoire. Une vision qui serait plutôt cyclique ou sphérique, voilà, pour de l'histoire. Mais je suis assez séduit par la notion de monade que tu exposes. Et en fait, quand je parlais de civilisations successives, c'était moins dans l'idée d'une espèce de prédestination linéaire que dans celle de moments civilisationnels un peu clos sur eux-mêmes, qui correspondent un peu à ce que tu décris comme des monades civilisationnelles. Et peut-être ce qui peut nous différencier, c'est que je trouve qu'il y a évidemment une proximité très forte entre la civilisation grecque antique et les civilisations européennes qui vont succéder, parce que même si évidemment il y a des influences du Proche-Orient, elles sont indiscutables. Tu as évoqué l'Iran d'ailleurs, l'Iran qui est aussi une civilisation indo-européenne, et l'Iran qui a très fortement influencé le monde sémitique ancien, qui était dans son orbite directe. On sait qu'un certain nombre de concepts fondamentaux, comme la notion de paradis, par exemple, sont des mots d'origine iranienne. Donc, évidemment, on ne peut pas considérer que le monde de l'Europe antique a vécu totalement séparé de ce monde proche-oriental. Ce serait une absurdité. Les liens sont trop évidents, les communications commerciales, civilisationnelles, ethniques sont considérables, et ça, c'est une évidence. Mais
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de la civilisation antique dans l'héritage chrétien, puisque je pense à l'ouvrage de Sylvain Guggenheim sur Aristote au Mont-Saint-Michel. La connaissance des penseurs antiques est fondamentale. Saint Thomas, évidemment, il n'y a pas de Saint Thomas sans Aristote. L'héritage homérique ne sera jamais ignoré, même si le texte homérique n'est pas lu dans sa version originale, évidemment partout au Moyen-Âge, mais en tout cas, les grands personnages, les grands thèmes de littérature homérique restent très présents dans notre imaginaire. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais souligner, c'est qu'à mon sens, je ne nie pas qu'il y ait une influence du Proche-Orient sur la civilisation européenne, mais je la considère moins centrale que l'héritage grec antique, qui me semble faire partie du tronc. Voilà. Oui, ça, je serais tout à fait d'accord avec cela. Et moi, je serais évidemment, en tant qu'antiquisant, le dernier à nier qu'il y a eu une très grande importance de l'influence de l'Antiquité classique gréco-romaine sur celle européenne. Mais elle est... La civilisation européenne, telle que moi je la vois, elle est animée par un autre esprit. Et cet esprit de démesure, cet esprit faustien, cette tendance vers l'abstraction, de voir dans tout plutôt des dynamiques et des forces qu'une réalité matérielle est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'Antiquité, par exemple. L'Antiquité, elle est apollinienne, elle est matérielle, elle est très, très corporelle. Même Platon, quand il parle des idées, pour lui, c'est Platon, oui, mais Héraclite. C'est des êtres... Héraclite, oui, mais chez Héraclite, évidemment, le polémos ou même le feu est vu aussi d'une manière très, 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 très concrète. Il s'agit là vraiment de philosophie matérielle, pas de tendance vers l'abstraction. Les Grecs ont toujours eu une très grande difficulté, justement, à transformer ce qui est corporel en dynamique, alors que chez nous, on est d'emblée là-dedans. Spengler a dit une fois qu'au fond, il n'y a pas vraiment d'Aristote. Il y a 3 Aristotes. Il y a l'Aristote de l'Antiquité chrétienne, de l'Antiquité. Il y a l'Aristote tel qu'il est reçu dans le monde arabo-musulman. Et il y a l'Aristote chrétien. Et selon lui, ces 3 Aristotes n'ont pas grand-chose à faire l'un avec les uns avec les autres. Oui. Mais la notion même de dynamique, dynamis est un concept grec. Et l'abstraction est présente chez les Grecs qui sont tout de même les concepteurs de la plupart des principes mathématiques que nous utilisons aujourd'hui. Oui, certes, mais même là aussi, la vision grecque de la mathématique, elle est essentiellement géométrique. Elle n'est pas du tout une vision qui pourrait se défaire et aller dans le règne seul de l'algèbre. Là aussi, on a une différence justement fondamentale. D'ailleurs, Spengler a écrit tout un grand chapitre dans Le déclin de l'Occident pour montrer comment même il n'y a pas une mathématique, mais diverses mathématiques. Alors, il ne faut pas non plus, je crois que ce serait une erreur maintenant, d'aller dans les extrêmes. Moi, je ne dirais jamais il n'y a pas d'influence gréco-romaine sur l'Europe. Il y a évidemment beaucoup d'atomes crochus. Mais néanmoins, en tant qu'antiquisant, quand moi j'étudie cette civilisation qui m'est très chère, je la vois comme quelque chose de psychologiquement, quand je fais abstraction de toute l'interprétation qu'on y a donnée, quand je l'étudie en tant que telle, très grande étrangeté. J'avoue que j'ai des moments où, par exemple, pour moi, psychologiquement, vu que je m'intéresse énormément à la Chine, il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai l'impression que émotionnellement, je comprends mieux les Chinois que les Grecs, finalement. Il y a ces moments-là. Mais voilà, une fois de plus, Spengler parlait une fois du fait que le contact entre civilisations est un quiproquo systématique. Quelque part, on essaye de reprendre quelque chose, mais qu'on l'étudie d'un point de vue très différent. Moi, ce qui m'a, par exemple, pour moi, vraiment souligné cette tendance-là, c'est aussi mon intérêt pour la civilisation arabo-musulmane, et c'est de voir comme il était possible pour ces traducteurs musulmans de traduire, pour ainsi dire, l'entièreté de la philosophie grecque, la médecine, mathématiques, etc., et n'avoir aucun intérêt pour l'histoire. Oui. Hein, aucune œuvre historique a jamais été traduite en arabe. Homère n'a pas été traduit, Thucydide, Tite-Live, Tacite, ça ne les a pas intéressés. Donc, en même temps, néanmoins, il y a des analyses très, très, très profondes des œuvres d'Aristote et de Platon. Alors, on peut se demander comment est-ce possible d'analyser Platon et d'Aristote
sans avoir aucune idée même de base du régime, par exemple, démocratique ou aristocratique, de toutes les réflexions historiques qui se trouvent là-dedans. Donc ça montre que... Tu soulignes un point qui est extrêmement intéressant en évoquant justement ces traditions, ces notions de démocratie, ces concepts politiques. Moi, je vois là encore une trace de la filiation entre ce monde antique qui, certes, tu as parfaitement raison, peut nous paraître parfois extrêmement lointain et étrange, en tout cas très différent de notre de l'éthique actuelle du monde contemporain, si tant est qu'il en est encore une. mais néanmoins, il y a, à mon sens, des permanences dans les types humains entre le héros homérique, le citoyen athénien, le sénateur romain, le chevalier, le gentilhomme de l'époque moderne. Il y a une espèce d'éthique européenne qui combine l'héroïsme, le goût de la liberté, le sens civique, le goût du dépassement. Il y a un type d'homme européen que je trouve déjà presque constitué chez Homère et que je ne vois pas si éloigné que cela du chevalier médiéval ou du gentilhomme moderne, même si évidemment le christianisme a apporté d'autres dimensions dans le domaine moral, a polissé les comportements, des comportements qui pouvaient être dans leur version originale évidemment une certaine brutalité. Voilà, après, mais mutatis mutandis, moi je vois une espèce de permanence de l'homme européen à travers tous ces stades. Mais là, il faut faire attention de ne pas confondre l'évolution, enfin les reprises linéaires, certes, qui existent, avec l'existence aussi de moments civilisationnels parallèles. Si on dit, voilà, je retrouve beaucoup d'éléments, de sentiments des époques homériques dans la chevalerie médiévale, oui, absolument, parce qu'on a là deux moments civilisationnels qui sont parallèles. Et en fait, si on regarde les origines, par exemple, des Shang tardifs ou des Zhou occidentaux, qui ont aussi un régime féodal, qui ont aussi une éthique chevaleresque, on trouve la même chose là. Quand on regarde le Japon du 8e, 9e siècle, on a aussi une chevalerie. Quand on regarde l'Iran sous les Achéménides, on a aussi une éthique chevaleresque, parce que nous sommes à l'intérieur de ces civilisations à un moment qui est analogue, qui est parallèle, mais comment dire, on peut écrire, et ça a été fait d'ailleurs, des livres de comparaison entre l'éthique féodale chinoise et celle, par exemple, européenne, sans qu'il y ait quoi que ce soit comme influence mutuelle des uns sur les autres, parce qu'on est dans des moments qui sont en parallèle. Est-ce qu'une question de moment? Voilà. Maintenant, je ne nierai pas, je ne nierai pas qu'il y a une influence, ça c'est sûr aussi. Je ne nierai jamais qu'en effet, au Moyen-Âge, on ait lu l'Antiquité et qu'on ait des formes qui se transmettent. Je ne nie pas ça. Ce que je voulais souligner, c'est, je crois, bien évidemment, il y a ces moments comparables à l'intérieur de civilisations qui peuvent être fondamentalement différentes. Quand tu parlais de féodalité iranienne, d'ailleurs, je pense à un très beau livre de Geo Vidagren, ce très grand savant suédois sur la féodalité dans l'Iran ancien, qui est tout à fait remarquable. Mais au-delà de ces parallélismes d'une civilisation à l'autre, je crois profondément à l'existence d'un type d'homme, et je ne veux évidemment pas tomber dans une forme de racialisme primaire, mais ou d'essentialisme, là, ou d'essentialisme primaire, mais je crois tout de même qu'il y a un type d'homme qui procède d'un certain héritage ethnique dans un certain milieu géographique, dans un certain climat, comme l'aurait dit Montesquieu, et sans réduire tout cela à la biologie, parce que il y a aussi la permanence du défi-réponse. Je crois que nous sommes ici tout à fait convaincus, tous convaincus de la pertinence de la très belle formule de Galen sur l'homme qui est un être de culture par nature. Donc nous ne réduisons pas l'homme au biologique, mais je crois que cette dimension-là montre qu'il y a quand même, au-delà des inspirations littéraires, intellectuelles, civilisationnelles, des passerelles qu'il y a pu avoir entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, ou le Moyen-Âge et l'époque moderne,
Moi, je crois qu'il y a la permanence d'un type humain au sens très très concret du terme. Oui, je ne nierai certainement pas ça. Une fois de plus, je crois que on décrit la même chose, mais de perspectives très différentes. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans mon travail d'historien, c'est l'histoire comparée. Donc, c'est-à-dire de voir comment ces différentes civilisations se développent en parallèle. Je ne nierai pas qu'il y a certaines influences formelles d'une sur l'autre, surtout si ces civilisations déroulent leur histoire sur le même terrain. D'ailleurs, on peut très bien étendre la perspective du monde européen vers d'autres civilisations. Moi, je suis par exemple persuadé qu'en Chine, il n'y a pas une, mais deux civilisations. Il y a d'abord une civilisation chinoise classique qui, en gros, prend l'espace du premier millénaire avant le Christ et qui est, situé sur le nord de la Chine. Et puis on a une antiquité tardive chinoise, on a les migrations des peuples en Chine, si on veut. Et puis on a, dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, une deuxième civilisation chinoise qui a sa base dans le sud, qui est moins axée sur le culte des ancêtres, le confucianisme, mais que plutôt sur quelque chose que moi je détermine, que je définirais comme Dao-bouddhisme, et qui néanmoins reprend beaucoup d'éléments de l'ancienne civilisation chinoise, de manière à ce qu'on a aussi cette impression d'une continuité parfois, là où au fond on a deux cycles civilisationnels, et donc on pourrait étendre ça aussi à l'Europe, ou même à l'histoire proche orientale, où, comme je le disais, je suis persuadé que la civilisation assyro-babylonienne est très séparée de celle suméro-akkadienne, tout en reprenant toute une série d'évolutions. Donc je crois qu'on est au fond sur la même longueur d'onde, qu'il y a certainement des phénomènes de continuité, de certaines formes qui se transmettent d'une civilisation à l'autre. Néanmoins, nous, en tant qu'Européens, si on veut comprendre le moment dans lequel nous sommes, c'est surtout le point de vue comparatif avec les moments analogues d'autres civilisations qui peuvent nous aider à savoir ce qui viendra. Oui, c'est tout l'intérêt de l'approche que tu nous proposes. Voilà, c'est ça. Légère pause pour la diffusion de Bobino de notre radio. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Voilà, je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du libre journal de Pascal Lassalle, qui aujourd'hui a le grand plaisir et honneur de recevoir David Engels, universitaire belge, auteur d'un petit ouvrage tout à fait captivant et stimulant, intitulé « Défendre l'Europe civilisationnelle ». Petit traité d'espérialisme, et Henri Levavasseur, donc, qui est membre de Situ Iliade au sein de son pôle études, auteur aussi de plusieurs ouvrages, et avec lequel donc, nous discutons ensemble justement de cette notion d'Europe civilisationnelle et de tous les contours qui la caractérisent, à la fois au niveau historique, mais également sur d'autres notions, et notamment une notion qui est omniprésente dans ton ouvrage, David, que tu portes haut, d'une certaine manière, et qui pour toi est en quelque sorte le socle d'un renouveau nécessaire de notre Europe, cette notion de transcendance. Une notion de transcendance, bien sûr, qu'on devine très rapidement souchée sur notre héritage spirituel et religieux chrétien. Or, d'ailleurs, avant que tu définisses ce terme transcendance de manière plus étendue, tu discutes également dans ton ouvrage les fractures religieuses qui ont pu naître au cours de la longue histoire européenne dans le monde chrétien, et tu sembles, comment dirais-je, je dirais pas que c'est pas une question de préférence, mais tu sembles plus ou moins inclure ou exclure certaines de ces branches dans justement ce qui pourrait appuyer un renouveau spirituel et religieux de notre continent. Oui, tout à fait. Dans le sens que, et c'est ça qui me distingue évidemment d'Oswald Spengler et de sa vision plutôt vitaliste, plutôt nietzschéenne de l'histoire qui ne donne pas un très grand espace à cette notion de transcendance, forcément, qui est assez immanentiste. Pour moi, probablement aussi à cause de mes propres convictions,
je crois fermement, ou plutôt je suis fermement persuadé de l'existence de la transcendance. J'ai une vision très transcendentaliste de notre existence. Je suis persuadé que voilà, la matière telle qu'elle existe, ce monde-ci, n'est possible que grâce à l'existence d'un principe suprême qui se trouve au-delà de cela, qui permet évidemment l'entièreté de l'existence sans être identique à lui. C'est à ça que je donne maintenant en très, très peu de mots ce terme de transcendance. Et c'est cette transcendance qui se décline à travers différentes civilisations, qui permet justement à l'humanité de développer différentes approches de la transcendance, de Dieu, si on veut, de lui ou de la divinité, ce nom-là. Et ainsi, toutes les grandes civilisations sont marquées par une définition légèrement différente de ce que c'est ce principe suprême. Et donc, selon moi, dans une première phase, chaque civilisation essaie d'ériger la construction de sa société sur la croyance en une transcendance. C'est une société à chaque fois qui est holistique, où les institutions religieuses, politiques, sociales ne font qu'un, où toute la vie ici-bas est organisée par rapport à ce principe qui se trouve au-delà. Et puis on a à chaque fois une deuxième phase de refus de la transcendance, où Dieu, où les dieux sont remplacés par l'homme, où la théologie elle est remplacée par la science, où quelque part l'intériorité est remplacée par l'expansion et la technologie. Et ça, on peut le trouver très bien dans chaque grande civilisation. On voit très bien, à la fois en Chine, en Inde, en Iran, à chaque fois ces différentes phases, avec au final, alors, une phase que j'appellerais plutôt une phase de synthèse, qui est, selon moi, un retour conscient, rationnel à la tradition, à la transcendance, qui marque donc le début de chaque civilisation. Et pour moi, ici, dans ce que moi je définis en tout cas comme civilisation européenne, qui trouve, selon moi, son point initial, en dépit de ses nombreuses racines, etc., au 9e, 10e siècle, on a parlé de Charlemagne et des Ottoniens, l'approche de la transcendance, elle est surtout définie par le christianisme, ou plutôt la forme très spécifique de christianisme que l'esprit faustien qui anime la civilisation européenne a créé. Et donc ce christianisme-là, évidemment, se sert des mêmes textes, d'une grande partie des mêmes dogmes que d'autres formes, mais je vois quand même une différence assez fondamentale, ou des différences assez fondamentales entre la vision européenne du christianisme et par exemple la vision qu'aurait l'orthodoxie, ou maintenant, où ça devient de plus en plus marqué aussi, par l'adaptation du christianisme par les différentes communautés africaines, par exemple, ou des formes de christianisme telles qu'on a pu les voir à la fin de l'Antiquité tardive. Ou le puritanisme anglo-saxon libéral américain, qui peut être aussi assez éloigné de notre vision catholique. Oui, mais qui fait partie évidemment de cette phase d'antithèse à l'intérieur de notre civilisation. Très juste. Donc elle est, je veux dire, la vision orthodoxe, elle est une vision qui dépendrait, selon moi, d'une autre civilisation, alors que la vision protestante, elle est l'antithèse interne du christianisme européen. Sachant également qu'il y a aussi des orthodoxies. Et il y a, par exemple, un exceptionnalisme orthodoxe qui se décline dans le monde russe, avec sa dimension messianique et eschatologique, et qui se développe d'ailleurs, a fortiori, depuis, bien sûr, en rapport avec l'actualité la plus brûlante. On le voit dans l'espace culturel et politique russe. Mais, également, il y a... Toi, le moment chrétien auquel tu te rattaches, sur le plan historique, c'est en fait de compte le moment médiéval. La question est de savoir, est-ce qu'il peut réadvenir, et surtout sur un plan massif, on va dire. Est-ce qu'il peut cette manière, même si elle se fait de manière consciente, en fait de compte, c'est une manière, je ne veux pas dire désacralisée, mais en partie rationnelle, est-ce qu'elle peut toucher une majorité aujourd'hui de nos compatriotes? En tout cas, même si un travail est fait dans ce sens, tu vois, dans l'espace culturel, c'est la question aussi qui mérite d'être posée. Tout à fait. Et la réponse est très clairement non, malheureusement. La réponse est non, comme dans chaque grande civilisation. D'ailleurs, cette phase de synthèse, de retour rationnel à la tradition est l'œuvre d'une petite élite. Exactement, c'est là où j'allais en venir. Après, la question se pose de savoir qu'est-ce qui serait le plus pertinent
au sein de cette élite, en fin de compte, bon, qui va initier les choses, bien sûr, hein, qui va essayer de développer des modèles, des archétypes qui puissent inspirer. Est-ce que c'est justement ce moment médiéval du christianisme ou c'est pas un retour à des sources plus archaïques, on va dire, plus anciennes? C'est-à-dire, bon, tu me vois venir et Henri sourit également. Alors, ils sont pré-chrétiennes. Si je fais intervenir, je vais faire une réponse du Normand que je suis. Voilà, bon. Je crois qu'il est impossible d'en décider parce qu'on ne choisit pas une religion. Ouais. On hérite d'une tradition, c'est la force du propos de David, on hérite d'une tradition. Alors après, dans une tradition qui peut être une tradition composite, on peut préférer tel ou tel moment, être inspiré, touché par tel ou tel moment. Dans le cas de David, c'est évidemment ce moment médiéval chrétien qui pour lui est fondateur et le plus inspirant. Dans tous les cas, on ne peut que souscrire à l'analyse faite dans ce livre, selon laquelle nous ne pouvons pas échapper au nécessaire retour d'une transcendance qui aujourd'hui fait profondément défaut. C'est ce que dit Heidegger quand il s'appuie sur Hölderlin et qu'il dit « Seul un Dieu peut nous sauver ». Je me demande dans quelle mesure cet impératif de transcendance se confond aussi avec celui du sacré. Et notamment son éclipse, qui est d'ailleurs le titre d'un dialogue tout à fait stimulant qui avait été celui établi entre Alain Benoît et Thomas Molnar, un catholique de tradition. Je ne sais pas si tu as lu cet ouvrage, David, qui a été réédité il y a quelque temps par la Nouvelle Librairie et qui est tout à fait stimulant, que moi j'ai relu un petit peu. Dans la perspective de cette émission, effectivement, on peut se poser des questions... jusqu'à quel point la notion de transcendance se confond ou parfois peut-être peut se séparer de la notion de sacré. Est-ce que la transcendance résume le sacré pour notre européanité de certaine manière? Et là, je pense que les réponses peuvent être variées, on va dire, de cette manière. Je crois qu'il est difficile, d'un point de vue civilisationnel, de distinguer les notions de transcendance et de sacré. Nous disions tout à l'heure que une grande part du génie européen consistait en la capacité de faire coïncider ce qui pouvait apparaître comme des contraires. Je citais également la formule de Galen selon laquelle l'homme est un être de culture par nature. Certains pourraient tendre à dissocier les nations de culture et de nature. Or, la formule de Galen les distingue, mais les combine. Et plutôt que réunir des contraires, moi je parlerais de combinaison de données distinctes. Et en ce sens, la notion de transcendance, telle que le christianisme la comprend, c'est évidemment une transcendance qui est fondée sur un premier principe qui est tout à fait extérieur au monde, mais on peut aussi concevoir la transcendance autrement. Lorsque Heidegger parle de la distinction ontologique, de la distinction entre l'être et les temps, pour autant, l'être ne se conçoit pas sans les temps et les temps ne se conçoivent pas sans l'être. Voilà. Donc il y a peut-être des manières assez différentes de celles de la stricte orthodoxie chrétienne et catholique de comprendre le sacré et la transcendance. Je ne dis pas que ce soit préférable, mais voilà, je ne trancherai pas dans ce débat. En tout cas, j'adhère profondément à cet appel que nous livre David, en particulier dans la dernière phase de son livre. C'est très audacieux. Il y a quelques pages qui s'appellent Préambule d'une constitution pour une confédération de nations européennes. Et je crois que c'est très enthousiasmant. Voilà. Très enthousiasmant. Non, c'est vrai que oui, voilà, dans cette question du sacré, on s'aperçoit que dans cette idée justement de tenir une ligne de crête, comme ça a été formulé dans le manifeste de l'Institut Iliade, cette idée de faire coïncider de manière complémentaire des choses qui étaient souvent pensées en opposition, en mode contraire. Le sacré peut avoir une dimension transcendante, mais aussi immanente. Et là, c'est la question du désenchantement du monde qui a pu se faire jour avec une nature qui était perçue comme animée notamment par les Grecs et par tous les peuples qui se rattachaient à des spiritualités de type polythéiste. Et puis ensuite, la vision chrétienne qui a eu tendu à parfois établir une séparation entre deux sphères, une sphère purement transcendante associée à Dieu,
la figure divine, et puis une nature qui désormais, une fois désenchantée, comme pur objet, pouvait subir un arraisonnement, tel que Heidegger entre autres, mais également d'autres penseurs, ont pu le définir et l'observer. Une autre formule de Heidegger qui me semble intéressante, Heidegger dit la philosophie commence là où s'arrête la théologie. Alors c'est une phrase qu'on cite souvent, mais on oublie d'ajouter que Heidegger poursuit son propos et dit oui, mais celui qui ne comprend pas la grandeur de la théologie ne peut rien comprendre à la philosophie. Et il y a peut-être une piste qui nous mettra d'accord. David parle de synthèse consciente, de retour conscient à la tradition. Et il nous invite pour ça à puiser dans l'héritage de la chrétienté médiévale. Et je crois que la synthèse, c'est peut-être justement cette difficile combinaison entre la richesse de la transcendance telle que le conçoit le monde médiéval, non seulement de façon théorique, mais de façon vécue, et concrète et très intime, et puis d'autres formes de vision du monde qui sont tout aussi spécifiquement européennes et qui ne sont peut-être pas aussi incompatibles qu'on l'a souvent dit avec cette tradition médiévale. Voilà, qui pour moi est une tradition complexe. Alors, je voudrais terminer ce merveilleux échange qui nous amène à aborder des questions fondamentales par justement cette notion que tu as développée dans ton ouvrage, David, et déjà que tu avais fait auparavant, cette notion d'espérial ou d'espérialisme. Et là aussi, voilà, on va parler pas mal de choses à dire parce que c'est un terme moi qui m'était familier. Parce que je ne sais pas si c'est conscient ou pas, une figure qui nous est chère également avait développé déjà pas de manière très, très appuyée, mais quand même notable, ce concept en 1979 d'un petit article. Il s'agit de Guillaume Fay, qui avait parlé déjà de ce terme d'espérialité, une traduction française. Vous voyez, là, je vais te lire là, quelques petits passages. Et c'est pour ça que moi, ça sonnait familièrement à mes oreilles. Alors, bien sûr, avec une perspective qui est un petit qui doit beaucoup à ta sensibilité, mais quand même qui globalement se rejoint dans l'idée de dépasser justement un moment de notre histoire. Alors, ce terme a été repris justement dans le petit ouvrage que j'ai signalé tout à l'heure d'Adrian Schank, Europe versus Occident. Et si vous me permettez, je vais en lire très rapidement quelques extraits et ça te permet de réagir et justement toi d'exposer davantage la manière dont tu conçois cette notion. Donc, Schank écrit: dans ses réflexions sur la grécité aurorale, Martin Heidegger distingue deux concepts de l'Occident. L'Occident et l'Abendland. Le premier est l'Occident tel que nous le connaissons, celui de la marque platonico-chrétienne des Lumières et américaine. Le modèle que nous appellerions aujourd'hui mondialiste, déraciné et radiqué. Le second est quelque chose de complètement différent. Il est en lien direct avec l'origine grecque, mais représente en même temps son dépassement. C'est quelque chose qui est devant nous, comme une tâche à accomplir. En français, la distinction entre les deux termes a été rendue en traduisant de manière un peu créative, mais pas abusive, le deuxième terme par esperia, qui était d'ailleurs un nom grec ancien donné à l'Italie. Un concept que Guillaume Fay a fait sien en écrivant. Je cite: « L'espérial représente en même temps la fin, le couchant de la tradition métaphysique grecque et le début virtuel de notre cycle, qui accomplirait la pensée grecque à un autre niveau, celui de la volonté de puissance autoconsciente. L'espérial est donc à la fois un recommencement, un retour profond à l'aurore, c'est-à-dire à la conception grecque du monde, et une rupture avec l'occidental, qui lui a oublié la Grèce. Revenir en Hespérie pour nous, Européens, consisterait alors à accomplir notre volonté de puissance en tant qu'Européens conscients de notre filiation grecque, et non plus en tant qu'Occidentaux oubliés de cette filiation. L'espérial, c'est l'Européen qui redevient conscient qu'il est grec, et qui pour cela rejette l'Occident comme non grec, en finit avec l'oubli de lui-même, aura médité le désarroi du destin présent du monde, et voudra consciemment accomplir la vue du monde grec. Je termine. L'accès à l'espérial signifie traverser de l'Occident et non son antithèse dialectique. De même que le passage de la chaleur d'un corps chaud à un corps froid est par le second principe de la thermodynamique irréversible, imaginer de faire revenir l'Europe à l'avant l'Occident comme si rien ne s'était passé est de fait impossible. Il faut à tout le moins penser au-delà. La recherche moralisatrice et métaphysique de jalons tout prêts à l'emploi est vaine. Nous devons planter ces jalons nous-mêmes sans carte, sans livret d'instruction, en sachant que de nombreuses catégories que nous utilisons sont inévitablement corrompues et de nombreux chevauchements entre l'Europe et l'Occident sont inextricables, mais en surmontant la contradiction dans un sens accélérationniste.
Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ces propos t'inspirent. Et puis bien sûr, toi, la personnalité que tu as développée toi-même, personnellement, dans ton ouvrage et dans les précédents. Oui, c'est très intéressant. J'étais pas du tout conscient de cette citation, de l'utilisation même du terme d'Espérial par Guillaume Fay, que je connais très mal, hélas. Donc, j'apprends quelque chose d'assez nouveau. En fait, je me souviens encore bien, il y a quelques années, que j'étais en train de discuter avec quelques amis quel terme on pouvait donner à cette idée-là. Et quelque part, on avait commencé à parler des Hespérides. On avait inventé, si on veut, ce mot, mais sans véritable connaissance que ça avait déjà été repris. Donc c'est très intéressant, mais évidemment, il y a des ressemblances aussi forcément, et il y a, ce qu'on a, je crois, très bien vu durant cette discussion, aussi certaines distinctions assez fondamentales, car pour moi, ce retour à l'origine ou aux origines serait plutôt un retour aux origines, disons, médiévales, chrétiennes, de cette civilisation que moi je vois d'une manière beaucoup plus restreinte que celle de longue histoire qui retourne au grec tel que ce serait décrit là. Et puis une autre chose, je crois, qui me distingue de cela, c'est que ce retour conscient à la tradition, il n'est pas véritablement cyclique. On n'est pas dans le début d'un nouveau cycle avec cela. Je suis beaucoup plus pessimiste de ce point de vue-là. Je suis Spengler de certains points de vue que cette phase de synthèse, c'est aussi la fin de la civilisation européenne. Ce n'est pas un renouveau, ce ne sera pas le début d'un nouveau cycle. Avec une phase césarienne, notamment. Voilà, et donc et absolu même, on est dedans d'ailleurs, dans le césarisme. Et donc, d'ailleurs, c'est là que je rejoins finalement l'un de mes premiers livres, c'est-à-dire Le Déclin, où j'ai montré la ressemblance entre notre époque et celle de la fin de la République romaine, avec l'avènement d'un principat augustéen. Et pour moi, c'est justement cette époque augustéenne qui est l'une des manifestations les mieux connues de cette phase de synthèse, dans toute son ambiguïté, car d'un côté, on voit une volonté sincère, je crois, d'une grande partie de l'élite romaine de revenir à la religion romaine traditionnelle, au Mons Maiorum, à la religion traditionnelle, à boucler le cycle, à présenter, par exemple, Auguste comme nouvel Agamemnon, etc. Donc, on a une volonté de se resservir de nouveau du début, donc de la thèse de la civilisation gréco-romaine, mais d'une manière consciente, pour clore cette civilisation, mais en même temps, on voit qu'il s'agit nullement d'un mouvement de masse. Les grandes populations de l'Empire romain restent, ancrées dans tous les problèmes civilisationnels qu'on connaît vers la fin de la République. On voit bien qu'Auguste tente, sans vraiment réussir, par exemple, de résoudre les problèmes moraux, civilisationnels, une réforme etc. intellectuelle et morale, en quelque sorte. Voilà, mais qui, in fine, on pourrait pas dire échoue, mais en tout cas qui justement n'arrive pas à créer cette identité holistique. Je veux dire, on est comme dans chaque phase de synthèse, on reste, enfin, cette synthèse, elle est supérieure au début, car on choisit rationnellement la tradition, ce qui est assez différent d'une tradition elle-même, qui est héritée, qui est là, qui est spontanée, qui est sans alternative. Qui n'est pas pensée en tant que telle. Voilà, le choix rationnel pour la tradition est d'un certain côté supérieur, parce qu'on a seulement l'aspect subi, mais aussi l'aspect choisi intellectuellement dans le bon sens de l'intellect médiéval, mais en même temps, on ne revient pas à cette innocence du début. Cette innocence, elle est définitivement perdue, si on le veut. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi la fin, et pas nécessairement le renouveau de quelque chose. Ceci dit, je crois que cette phase de synthèse, elle aura une grande importance, non seulement parce que de manière rétrospective, elle définira l'héritage que ce cycle civilisationnel lèguera, donc il définit finalement ce qui aura été important, de ce qui aurait été rejeté, etc. Donc c'est un peu comme le dernier mot d'une longue phrase. Cette définition se fera par des choix volontaires, imposés par des individualités ou des élites aussi, quand même. Tout à fait. Il y a une dimension volontariste. C'est vrai que exactement. Et c'est évidemment aussi une immense responsabilité pour le futur, car si nous connaissons aujourd'hui l'Antiquité, c'est essentiellement par le prisme d'Auguste. C'est le prisme du Principat augustéen
qui a canonisé l'Antiquité et qui a défini ce qu'une grande partie des civilisations qui viennent après, notamment la nôtre, vont comprendre. Donc nous, maintenant, en redéfinissant ce que cette Europe, de manière rétrospective, aura véritablement signifié, on met les bases de ce que d'autres civilisations retiendront de nous. Donc d'un côté, on a un aspect évidemment fort triste, parce que ce sera le début d'une certaine fossilisation de l'Europe. D'un autre côté, pétrification, ce sera mettre les bases pour le futur. Et moi, j'ai l'impression de voir déjà aujourd'hui, surtout en France, ici, dans beaucoup de jeunes notamment, le début de ce retour. Parce qu'on voit notamment dans les milieux plutôt catholiques, que moi je connais un peu mieux, beaucoup de jeunes qui n'ont pas grandi dans des familles traditionnelles, qui n'ont pas connu le christianisme dans leur enfance et qui, rationnellement, sont en quête de racines, qui trouvent et qui essayent de se réenraciner dans une tradition pour laquelle ils optent d'une manière choisie et pas subie. Et j'ai l'impression que ça, c'est probablement le début, le noyau, si on veut dire, d'un milieu qui pourrait porter une telle réforme augustéenne de la civilisation. Oui, j'imagine que tu as pas mal échangé avec des participants, notamment à l'université d'Academia Christiana. Oui, je parlais hier encore avec Victor Robert. Donc. Ah d'accord, voilà, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est aussi un choix rationnel. Bon, après, on peut toujours discuter du choix en lui-même. Non, en tout cas, l'élan qui les pousse est vraiment quelque chose d'intéressant et de profondément positif. Alors, pour terminer, je pense qu'on va être amené à clore ce passionnant échange. Je donne la parole à Henri sur les dernières considérations qu'a développé David. Je crois que, encore une fois, les dernières pages du livre de David nous livrent un message d'énergie et d'espoir extrêmement positif. Il s'agit du préambule d'une constitution pour une confédération de nations européennes. Cette notion de confédération de nations européennes est extrêmement intéressante parce qu'elle implique une conception impériale de l'espace politique, de l'espace politique européen et combine l'existence des nations, qui sont à la fois un héritage du passé et des données politiques, des faits politiques aujourd'hui incontournables, avec l'ambition d'une construction impériale. Et c'est un message auquel nous ne pouvons qu'adhérer, ça me paraît absolument fondamental. Ce langage, il est fondamentalement politique. Anthropos son politikon, l'homme est un animal politique, ouais. Disait Aristote. Il faut absolument que cette vision du monde s'enracine dans cette dimension politique au sens le plus noble, et je crois que c'est ce que nous apporte David. Quant à la question de savoir comment ce besoin de transcendance, cette nécessité de la transcendance matérialisera à nouveau dans notre civilisation, je crois qu'il est encore un peu tôt pour le savoir. Il y a bien évidemment, comme le souligne David, un renouveau d'un attachement au catholicisme, aux racines chrétiennes de l'Europe qui est très positif. Mais est-ce qu'il s'agira d'une phase de synthèse augustéenne ? C'est une possibilité. Est-ce qu'il s'agira simplement est-ce que cette synthèse augustéenne que David appelle de ses voeux sera simplement l'achèvement, encore une fois au sens positif, l'achèvement de cette phase civilisationnelle européenne qui a pris naissance avec la Renaissance carolingienne, ou est-ce que ce sera la fin de toute civilisation européenne ? Moi, je pense qu'il s'agira seulement de l'achèvement d'une phase qui correspond à celle qui est née avec le christianisme médiéval, mais je crois que l'Europe est plus ancienne et qu'elle aura encore un avenir après cela. Voilà, c'est la question de se réapproprier un héritage, de l'actualiser. Voilà, donc c'est vrai que là, on traduit une sensibilité aussi qu'on a pu qualifier de surhumaniste, que j'ai mise en valeur dans le cas de cette émission, dans la lignée bien sûr des travaux de Giorgio Locchi, qui reprenait ces catégories donc à ce mythe développé par Wagner puis Nietzsche, bien sûr, tout en bien sûr apportant des corrections qui
qui montre que elle n'est pas totalement exclusive non plus, et pas totalement immanente ou vitaliste. C'est effectivement des critiques qu'on pourrait lui faire. En tout cas, c'est vraiment un dialogue qui est passionnant et qui doit nous pousser justement à approfondir ces questions. Hein. Je ne peux qu'encourager très vivement donc nos auditeurs à se plonger dans ce petit ouvrage donc extrêmement dense, hein, malgré ces 155 pages, qui s'intitule Défendre l'Europe civilisationnelle. Petit traité d'espérialisme publié par l'édition de Salvatore, et bien sûr aussi de compléter de manière stimulante et éclatante avec aussi les écrits donc qui sont publiés par l'Institut Iliade et des écrits qui à la fois sont profondément complémentaires et instaure donc véritablement des réflexions qui ne peuvent être que stimulantes. Alors très rapidement, avant de faire mes petites chroniques, pour donner écho donc aux différents messages d'auditeurs que j'ai pu recevoir, il y a 2 messages qui sont intéressés par la question de l'influence iranienne, en fait, de compte indo-arienne, du monde indo-iranien, en particulier le zoroastrisme, sur le monothéisme chrétien. Hein. Je vois un auditeur qui précise l'existence du diable, des anges, tripartition plus ou moins évidente. Alors, il y a 2 messages qui vont dans ce sens. Donc, très rapidement, en quelques minutes, David ou Henri pour répondre à cette interrogation. Donc, on a plus ou moins ce sont des abordé, questions qui sont très complexes et qui ont été. Il y a pour le grand public cultivé, un ouvrage qui est assez abordable sur cette question très complexe, dans la série sur l'histoire des religions qui était publiée chez Payot dans les années, je crois, de mémoire 60 ou 70. Il y a la traduction française du livre de Geo Widegren, le grand savant suédois dont je parlais tout à l'heure, sur la religion de l'Iran ancien. Et dans le chapitre conclusif de son ouvrage, il évoque effectivement l'influence qu'aurait pu avoir le zoroastrisme sur le judaïsme ancien et même sur certains éléments du christianisme. Alors, c'est voilà. Débattu. Moi, je préciserai pour nos auditeurs les ouvrages aussi d'un certain Paul Dubreuil, qui était plus ou moins un disciple d'Arin Corbin, et ces réflexions avaient été développées aussi par Démètre Terraios, qui avait publié un ouvrage collectif de débat auquel d'ailleurs est participé Alain Benoît, et qui lui prônait la régénération justement du christianisme européen par ses emprunts donc au monde à la fois indo-arien, zoroastrien, mais aussi mitraïque. Voilà, donc ça, c'est un recueil qui était sorti, je crois, à la fin des années 80. La seule chose qu'on puisse dire prudemment, c'est qu'il y a eu des influences mutuelles. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, le christianisme, c'est un mitraïsme qui a réussi. Hein. On sait aussi ses hypothèses sur cette religion qui a profondément influencé les élites politiques et militaires romaines, dans ce qu'il est convenu d'appeler encore parfois le bas empire, bien que cette notion soit discutée. Alors, il me reste une dizaine de minutes, ensuite on pourra éventuellement vite développer. Alors, parmi mes lectures estivales, il y en a 2. Hein. Tout d'abord, une revue que j'ai très souvent l'occasion, et à juste titre, de signaler. C'est sûrement une des meilleures revues littéraires donc, qui paraissent, on va dire, au sein de notre mouvance, mais qui la dépasse largement par ses contributions. C'est la revue Livre Arbitre, une très très belle revue de très très belle facture, 168 pages en papier glacé, donc qui aborde des sujets littéraires concernant l'histoire des idées, avec de nombreux entretiens et portraits. Donc sa livraison de juin 2024 donc met l'accent sur une figure aussi singulière de l'espace littéraire et on va dire spirituel européen, un certain Georges Soulès, plus connu sous le nom de Raymond Abellio. Voilà, donc métaphysicien très singulier, auquel donc la revue consacre un très long portrait avec des signatures tout à fait intéressantes et captivantes. Donc Raymond Abellio mise en avant dans la livraison de cette nouvelle livraison de Libre Arbitre, donc de la politique à la structure absolue. On a le Tour de France littéraire dans son deuxième étape avec l'Île-de-France aussi qui est à l'honneur. Et puis on a des hommages rendus à Alfred Heibel, Milan Kundera ou Emmanuel Leroy-Ladurie, sans parler des très nombreux articles et surtout chroniques que l'on peut retrouver. Donc là aussi, des heures de très bonne lecture et des choix pertinents d'ouvrages à découvrir ou redécouvrir, toujours avec cette revue Livre Arbitre qui fait honneur à notre sphère européenne, à notre mouvance, à notre identité. Donc Livre Arbitre numéro 46 de juin 2024, avec notamment un copieux dossier consacré à Raymond
Abellio. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage qui m'a été donné par des camarades italiens cet été et dont j'ai assisté à la présentation publique à Kiev, donc au sein des locaux de Ukraine Forum. Alors c'est un ouvrage donc dirigé par Filippo Castaldini et Alberto Palladino, qui sont les responsables de l'ONG Solidarité Identité, qui est une émanation de la Casa Pound italienne. Donc ils ont publié un très bel ouvrage à la fois de texte et de photographie intitulé Ucraina trincea d'Europa, c'est-à-dire traduction l'Ukraine tranchée de l'Europe, chronique du courage, de la foi et de la solidarité à la frontière orientale, sous-entendu frontière de notre Europe, en tout cas. Donc avec une préface de Fausto Biroslavo, qui est un journaliste de terrain connu en Italie. Et c'est un ouvrage dont la traduction française est envisagée, et j'espère que ça pourra se faire. Mais pour ceux qui comprennent un peu l'italien, et même pour les autres, vraiment, je le recommande. C'est un très bel objet, donc qui à la fois mêle des articles de fond, justement sur ce fantôme de l'Europe, mieux connu aujourd'hui, de par les événements tragiques qui la déchirent. Donc l'Ukraine, bien sûr, je reprends l'expression de Benoît Méchain, donc avec des articles intitulés Guerre et paix. On a donc des articles sur la nation inattendue qu'est l'Ukraine d'Andrea Sforti, avec tout un ensemble de cartes tirées d'ouvrages historiques. Un article consacré au Holodomor par Andrea Lombardi, avec des photos aussi qui rappellent cette tragédie qu'a touché le peuple ukrainien. La réalité de la Russie, on remet quelques pendules à l'heure, là, pour pas mal de camarades, mais bon, ça, je suis coutumier du fait, les auditeurs fidèles le savent, donc signé par Andrea Lombardi, et ensuite, des retours d'expérience, des retours du front, des journaux de présence. Cette association donc va régulièrement sur la ligne de front. Donc on a le jardin de la Renaissance de Giulia Pilloni, le temps des mains cruelles. Et puis on a également un petit reportage de l'association Urgence Humanitaire, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois au sein de ces émissions, donc, qui est animé par Xavier Maître. Il a aussi publié quelques photos de missions qu'ils ont faites, notamment dans les premières années, donc sur place. Et puis un reportage photo au sein d'un des bataillons qui accueille des volontaires européens, le bataillon Revanche, qui se situe dans une lignée conservatrice et chrétienne. Donc là aussi de très très belles photos en noir et blanc. Donc c'est un ouvrage dommage, un ouvrage courageux qui n'hésite pas à aller contre une certaine doxa encore dominante dans cette mouvance concernant le positionnement nécessaire qui serait à mon avis, les auditeurs le savent, ceux qui me suivent en tout cas depuis longtemps, pertinent d'adopter dans cette guerre qui déchire donc les marges les plus orientales de notre grand continent. Voilà, donc très bel objet, très bel ouvrage, donc que je conseille pour ceux qui sont intéressés par le sujet. En attendant, nous l'espérons, une traduction française. Je crois d'ailleurs, je peux me permettre de souligner, je crois David, que également concernant la question de ce conflit, tu as pu prendre également une position qui montrait ta sympathie pour le combat que mène aujourd'hui le peuple ukrainien. Nonobstant, bien sûr, je le rappelle, mais il est nécessaire souvent de le faire, c'est ses autorités politiques, ou son pouvoir politique. Ouais. Oui, c'est-à-dire, mais une fois de plus, en tant qu'historien des civilisations, j'ai beaucoup réfléchi sur la question russe. Il y a eu une phase, jusqu'à il y a quelques années, où j'étais convaincu d'abord que la Russie faisait partie de la civilisation européenne, mais là aussi, j'ai peu à peu découvert que Spengler avait raison en estimant que la Russie était une civilisation tout à fait à part, qui avait son évolution séparée, qui avait son archétype civilisationnel assez différent. D'ailleurs, c'est toute une série d'amis russes qui m'ont convaincu, pour ainsi dire, que justement, non, ils n'avaient absolument rien à faire avec cet Occident en perte de vitesse, ou cette Europe en perte de vitesse, mais qu'eux étaient une civilisation à part. J'ai adhéré à cela avant le début de la guerre d'Ukraine, que je vois donc moi-même surtout comme une ébauche aussi de conflits civilisationnels entre deux civilisations différentes, entre une vision impériale russe basée sur le concept plutôt antinational du Mir, avec une vision très fraternelle, finalement... Une fraternité imposée, une fraternité voilà. humaine, imposée, ouais. Alors que nous, en tant que civilisation européenne, on est profondément marqué, évidemment, par ces petites dimensions des régions, des États-nations, etc., une vision assez différente, finalement, aussi vision faustienne aussi du monde. Là aussi, je crois qu'on peut
gagnez beaucoup à relire Spengler, qui est assez bien décrit en quoi l'âme russe et l'âme européenne, l'âme faustienne, sont basées sur des archétypes très 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 différents. Voilà, il y a une évolution différente de l'ethnos slave-oriental qui à l'origine était connecté à l'Europe, ce que j'ai à maintes fois essayé de déplacer, notamment le modèle de Novgorod, qui lui était encore rattaché des éléments civilisationnels européens, notamment médiévaux, et l'évolution qui a été celle. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant aussi de noter, et là tu ressens véritablement ce conflit dans sa dimension civilisationnelle, comme je m'efforce aussi de le faire. Donc il y a un exceptionnalisme russe qui est basé à la fois sur une vision messianique, chauviniste et impérialiste, qui est pour moi aussi condamnable que son pendant états-unien, que son pendant américain, avec ses destinées manifestes. Et là aussi, on voit que on retrouve en tout cas des manifestations qui sont assez semblables dans ces traductions politiques et militaires. Je souscris pleinement à ce que vient de dire David sur le fait que le monde russe soit un monde civilisationnel en soi qui est devenu distinct de la civilisation européenne. Il y a donc incontestablement une dimension civilisationnelle au conflit en cours, même si c'est d'abord un affrontement politique entre deux États, mais il y a une dimension civilisationnelle. Le malheur veut que ce conflit civilisationnel mette aux prises la civilisation russe avec une civilisation européenne qui, pour l'instant, souffre de sa maladie occidentale et dans sa phase décadente. Donc, la seule chose que l'on puisse souhaiter, c'est que cela crée un choc moral qui permette à l'Europe de retrouver ses racines propres et sa vocation propre, et que ce conflit s'arrête le plus tôt possible. Je voudrais terminer par une citation du livre de David que je trouve particulièrement remarquable, parce qu'elle résume parfaitement notre espérance sur la question de l'Europe. David, page 98 de son ouvrage, écrit une dissolution de l'Union, donc de l'Union européenne, ne résoudrait aucun problème, mais en créerait plutôt une série de nouveaux, renforçant encore la faiblesse mortelle des États-nations actuels face aux grands empires émergents. Vous en parlez avec la Russie et les États-Unis. L'Europe doit s'unir, mais elle devrait le faire sous de doubles auspices. D'abord, le retour idéologique à la transcendance, à la tradition et à la fierté civilisationnelle. Puis une restructuration institutionnelle de l'Union pour l'adapter à sa nouvelle tâche, et pour en faire non plus un outil de répression interne et d'impuissance externe, mais le contraire, un outil de survie civilisationnelle et de liberté interne. Et il conclut avec cette interrogation superbe. Et quel exemple pourrait être mieux adapté pour ancrer à nouveau l'unité européenne dans l'histoire et l'identité que celui du Sacrum Imperium, du Saint-Empire, dont la plupart des nations européennes actuelles sont issues, et dont la vocation primaire avait toujours été l'unité civilisationnelle dans la diversité subsidiaire, tout en ancrant l'Europe dans une vision grandiose de sa mission transcendante. C'est superbe. Non, c'est superbe également. Et puis c'est toujours le mythe impérial qui doit être revivifié. Bon, voilà, notre émission se termine. Je termine seulement pour une petite remarque là, par rapport à tes propos, Henri. Bon, la civilisation russe est aussi perçue comme en partie décadente par certains de ses observateurs, notamment Alexandre Douguin, qui lui aussi espère que ce conflit sera l'occasion d'une régénération de la Russie telle qu'il l'entend, s'inscrivant dans ce courant néo-eurasiste qui justement montre la Russie comme un objet civilisationnel séparé et particulier. Voilà, c'était Pascal Lassalle aujourd'hui, donc à la direction de cette émission, qui avait le plaisir et l'immense honneur de recevoir David Engels et Henri Levavasseur. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Et d'ici là, bonne lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal de Pascal Lassalle, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 7 septembre 2024 de midi à 13h30 et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an.
Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.